le dossier de votre pays. Je ne suis pas arrivé à travailler sur le Congo par hasard. Je ne suis pas rentré dans le dossier du Congo parce que je voulais me faire connaître ou je voulais me faire voir, loin de là. Je suis rentré dans le dossier du Congo par curiosité et par une succession d'indignations. Je ne comprenais pas pourquoi, dès 1994, deux chefs d'État africains avaient été assassinés au Rwanda lors d'un attentat qui avait déclenché les événements du Rwanda, et il n'y avait aucune enquête internationale diligentée pour essayer de comprendre pourquoi ces chefs d'État avaient été tués. Il s'agissait bien entendu du président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et de son homologue du Burundi, Cyprien Ntaryamira. Généralement, lorsqu'il y a un dirigeant important qui est assassiné, on fait mobiliser les services d'enquête, et notamment, parfois, il arrive qu'on demande des commissions d'enquête des Nations Unies. Mais dans le cas du Rwanda, j'étais surpris que tout le monde parlait du génocide qui avait suivi les événements, mais personne ne voulait parler des deux chefs d'État assassinés. Et je me suis dit, est-ce possible qu'en Occident, un ministre, je ne parle pas d'un premier ministre ou d'un chef de l'État, est-ce qu'il est possible qu'un ministre en Occident soit tué, assassiné dans des circonstances qui sont arrivées au Rwanda et qu'il n'y a aucune enquête diligentée à ce sujet? J'ai pensé que c'était complètement impossible et je ne comprenais pas pourquoi les Africains devaient accepter que deux chefs d'État soient tués dans un attentat et tout le monde dit de circuler, il n'y a rien à voir. J'ai donc décidé d'enquêter sur cet événement. Il se trouve tout simplement qu'en commençant mon enquête, je ne connaissais pas toutes les ramifications et toutes les forces qui étaient autour du dossier rwandais. J'ai découvert tout cela au fur et à mesure de l'évolution de mon travail d'investigation. Mais ce qui a été le plus important, c'est que lorsque j'ai commencé cette enquête, eh bien, je connaissais mal la situation ou les divisions qu'il y avait entre les Hutus et les Tutsis dans ce pays. Et mon objectif n'était pas d'enquêter soit sur les Hutus, soit sur les Tutsis. Je voulais simplement enquêter sur la mort de deux chefs d'État parce que c'était l'incarnation des institutions de ces pays, que ce soit d'un côté le Rwanda, de l'autre le Burundi, mais c'était aussi, surtout, des membres de la communauté, la vraie communauté internationale, c'est-à-dire que les pays membres des Nations Unies. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte de la situation que vivaient les deux communautés ou les trois communautés, parce que globalement, quand on parle des populations du Rwanda, on parle des Hutus et des Tutsis, on oublie généralement les Touaregs, qui sont aussi une minorité importante dans le pays. Et donc, beaucoup ont été victimes dans les événements de 1994. Et donc, j'ai commencé mon enquête presque naïvement, sans préjugés, sans chercher à savoir si les gens qui avaient été tués étaient Hutus ou Tutsis. Je cherchais simplement à comprendre ce qui avait entraîné la mort de ces deux chefs d'État. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que la rébellion armée qui est actuellement au pouvoir avec à sa tête le président Paul Kagame étaient les organisateurs de cet attentat. Et comment j'arrive à cet événement? Parce que il y a, dès le début, effectivement, beaucoup de médias, tout le monde disait que c'était la France qui soutenait le président Habyarimana et que les Hutus avaient l'intention de commettre un génocide contre leurs compatriotes Tutsis. C'est pour cette raison qu'ils avaient décidé d'abattre l'avion. Donc, pour moi, le fait de découvrir les auteurs de l'attentat, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, ne me posait pas de problème particulier. Mais je vais simplement découvrir au cours de mes recherches que si les Hutus étaient soutenus par la France, quel était l'intérêt de la France de tuer un président Hutu et surtout pour ne pas le remplacer par un autre président Hutu qui allait défendre ses intérêts. Je découvre tout simplement que ceux qui ont pris le pouvoir au Rwanda sont soutenus par les Britanniques et les Américains. Et mes recherches commencent donc à s'affiner et au fur et à mesure, donc j'ai pu interroger autour de Kagame ses anciens ministres, premiers ministres en exil. J'ai pu rencontrer son garde du corps personnel que j'ai pu héberger pendant de nombreuses années à Paris, qui avait été invité dans le cadre de l'enquête du juge Bruguière. Et j'ai pu moi-même aider le juge Bruguière à obtenir un certain nombre d'informations, notamment le rapport de la CIA qui mettait en cause les Français et qui avait été fabriqué par une structure canadienne. Et donc, j'ai remis ce document qui m'avait été communiqué par l'ancien Premier ministre rwandais qui a été condamné à perpétuité à Arusha pour planification du génocide,
Mais en fait, on l'a fait incarcérer, c'était pour le faire taire définitivement. Mais entre-temps, il avait fait communiquer un certain nombre d'informations à un de ses amis belges, lui disant que je demande que tu remettes ces documents à M. Nana parce que je pense que s'il a ces documents, il fera le maximum pour que les gens sachent la vérité et ce qui s'est passé. J'ai exactement respecté sa parole, donc j'ai communiqué ces documents à la justice et j'ai pu publier une partie dans le livre intitulé « Les secrets de la justice internationale ». Donc, lorsque ce livre a été publié en 2002, le président Kagame en a pris offense et il a déposé une plainte devant le tribunal de grande instance de Paris contre moi pour diffamation. Il a été débouté, donc il a perdu son procès en première instance, il est allé en appel, il a été débouté. Le président Kagame a décidé, lorsque évidemment le procès avait éclaté, il y a eu énormément de relais dans les médias et pour la première fois, on pouvait parler publiquement de l'attentat, parce que jusque-là, personne n'osait parler de l'attentat. Kagame était surtout, et c'était ça l'événement le plus important pour moi, c'est qu'il était célébré dans tous les médias occidentaux comme celui qui a stoppé le génocide, et donc il était quasiment intouchable, et évidemment les crimes qui avaient été commis par la rébellion qu'il dirigeait passaient complètement tous sous silence dans les médias. Évidemment, cette histoire et ce livre est arrivé, si vous voulez, comme un coup de pied dans la fourmilière, où M. Kagame était pour la première fois mis en accusation. Et le fait de le mettre en accusation n'était pas ma volonté de le mettre en accusation. Ce sont les éléments que j'avais pu rassembler qui avaient abouti à l'intime conviction qu'il était l'ordonnateur de cet attentat. Évidemment, lorsqu'il a été débouté à 2 reprises, il a décidé d'attaquer à nouveau la 3e édition du livre qui était sorti. Et la nouvelle édition, lorsque la nouvelle édition a été sortie, je crois 3 mois après, il a attaqué la nouvelle édition. Et donc, évidemment, il a mobilisé un cabinet d'avocats belges et un cabinet d'avocats français. Donc, j'avais à la barre 3 avocats du président Kagame donc, et de l'État rwandais qui venaient pour écraser le moustique que j'étais. Donc, j'ai décidé donc de prendre un avocat, Maître Vergès, que beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître, voulaient me défendre. Mais mon objectif n'était pas de chercher à faire du spectacle. Ça ne m'intéressait pas d'avoir un célèbre avocat pour perdre un procès. Je voulais gagner mon procès parce que j'avais mis beaucoup de temps à travailler et j'étais déterminé à gagner mon procès. Donc je ne voulais pas du spectacle et je ne voulais pas me faire voir, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pris un modeste avocat africain qui était d'origine togolaise, Maître Sosa, avec qui j'ai travaillé point par point sur l'ensemble du dossier. Et on avait compris, vu les pressions qui s'exerçaient autour de moi et autour du dossier, que l'État rwandais avait mis tous les moyens pour essayer de gagner. Donc, finalement, j'ai reconstitué donc ma liste des témoins. J'ai fourni près de 3000 documents de preuve au juge. Et parmi mes témoins, il y avait le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus belges à Kigali en 1994, qui a décidé de venir me défendre devant le tribunal. Évidemment, c'est lui qui était chargé de vérifier tous les camions d'armement qui étaient au Rwanda, aussi bien du côté des Hutus que du côté de la rébellion Tutsi. Lorsque Kagame, l'avocat lui a présenté la liste des témoins et les documents que j'avais fournis, son avocat lui a conseillé de retirer sa plainte. Donc 48 heures avant le procès, Kagame a abandonné le procès. Évidemment, c'était une victoire très importante pour les Hutus et les Rwandais qui pensaient que Kagame était l'auteur de l'attentat. C'était également une victoire très importante pour les prisonniers d'Arusha qui depuis des mois et des mois demandaient, ou depuis des années, demandaient que le tribunal pénal international qui avait reçu mandat de mener des investigations sur tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994, étrangement, l'attentat du 6 avril a été exclu de tous les procès du tribunal pénal international. Je ne comprenais donc pas pourquoi, si c'était les Hutus qui avaient abattu l'avion, pourquoi ce dossier avait été écarté par le tribunal. Et à l'époque,
j'avais pu rencontrer le procureur Carla Del Ponte elle-même lorsque je faisais ce travail à Arusha, qui m'a expliqué, elle m'a donné beaucoup de confidences et elle m'a expliqué pourquoi Kagame avait refusé qu'elle enquête sur la rébellion Tutsi. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de la gravité du dossier des Grands Lacs et puis surtout de la situation du Congo. Donc, quelques temps après, la guerre du Congo, évidemment, lorsque je gagne le procès en 2002, 2003 et 2004 se déclenchent des événements avec l'Est du Congo, Batoiré, qui dit être en rébellion contre l'armée gouvernementale, etc. Et puis surtout, je suis frappé par quelque chose que je découvre pendant l'enquête sur l'attentat, c'est que au moment où l'armée rwandaise avait décidé de renverser le maréchal Mobutu et participer avec l'Ouganda et l'Angola, très vite le Rwanda avait décidé d'attaquer l'est du Zaïre en prétextant qu'il y avait des Interamwe, des génocidaires qui étaient à l'est du Congo, et donc pour cette raison, ils pouvaient faire des incursions sur le territoire congolais sans que personne n'ait quoi que ce soit à redire. Je trouvais cela absurde parce que l'État congolais est un État souverain, État membre des Nations Unies, donc régi par le droit international. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein avait violé le territoire de l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'ensemble de ce qu'on appelle maintenant sous un terme générique communauté internationale, s'étaient insurgés et avaient menacé l'Irak de frappe militaire. Donc je ne comprenais pas pourquoi le Rwanda pouvait rentrer, violer le droit international et la souveraineté du Congo, rentrer sur le territoire national, bombarder les camps de réfugiés en contrevenant complètement aux conventions de Genève et en tuant les Congolais sur leur territoire, mais surtout en essayant de rentrer régulièrement sur le territoire congolais, prétextant défendre sa sécurité sur un territoire étranger. Et que la communauté internationale et les États-Unis, et personne ne réagissait, j'ai trouvé que cela était suspect. Et c'est comme ça que va naître ma volonté d'enquêter sur le rôle et l'action du Rwanda au Congo, mais surtout d'essayer de comprendre quelles sont toutes les forces qui agissent et opèrent sur le territoire congolais. À l'époque, j'étais entré en contact avec la congresswoman Cynthia Makini, qui avait été l'envoyé de Bill Clinton en Afrique pendant la période de 2002. Et puis surtout, Madame Makini avait une particularité, c'était qu'elle travaillait au Congrès dans le département des relations internationales et était chargée également des questions de la défense américaine. Donc, elle était au cœur de ce qui se passait au Congo. Elle avait réussi, lorsque Laurent Désiré Kabila était arrivé au pouvoir, elle avait réussi à nouer des relations de sympathie avec Laurent Désiré Kabila, et Laurent Désiré Kabila lui avait confié un certain nombre de choses sur la situation du Congo et les relations avec le Rwanda. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle et elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait découvert. Elle m'a permis de découvrir beaucoup de rapports confidentiels du département d'État américain et beaucoup d'autres rapports internes de la CIA et d'autres rapports qu'elle avait elle-même pu rédiger pendant qu'elle était en mission dans les Grands Lacs. Ce qui m'a surtout frappé, c'était surtout le fait que, à l'époque où Laurent Désiré Kabila était arrivé au pouvoir, les Américains soutenaient effectivement la chute du maréchal Mobutu après avoir travaillé avec lui pendant près de 30 ans, comme vous le savez. Mais les menaces qui étaient proférées à l'encontre du maréchal Mobutu et la décision que Bill Clinton avait prise de changer de régime dans la région m'ont amené à me demander si le schéma qui allait être mis à la place de Mobutu n'allait pas être un nouveau schéma dont le motif était effectivement de tromper le peuple congolais.
Et évidemment, je n'avais pas tort de soupçonner les choses de cette façon-là, parce qu'au fur et à mesure que je mène mon enquête, je me rends effectivement compte que non seulement le Rwanda bénéficie d'une impunité totale sur les événements qui se sont déroulés dans leur pays en 1994, mais que les rapports des Nations Unies qui commencent à mettre en cause le Rwanda dans le pillage des ressources au Congo font également l'objet d'une censure générale dans les médias, mais surtout une absence totale de sanctions diplomatiques, aussi bien au niveau des Nations Unies qu'au niveau du Conseil de sécurité, ou sur le plan bilatéral tout simplement. Donc c'est ce qui va donc m'amener à me mettre à enquêter sur le deuxième livre, donc c'est Turquie au cœur de la tragédie congolaise. Et donc ce que je découvre pendant cette enquête, c'est que les ressources du Congo sont vraiment au cœur de tous les enjeux qui concernent la tragédie de ce pays. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que dès 1942, le coltan qui est aujourd'hui exploité par les multinationales pour les téléphones portables et nouvelles technologies faisait déjà l'objet d'une décision du département d'État américain comme ressource pour la sécurité nationale américaine. En 1942, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que pendant la même période, les gens ne savaient pas que le coltan, parce que beaucoup de gens pensent que le coltan, on l'a découvert récemment et que de nouvelles technologies sont utilisées parce que les découvertes ont été récentes. Mais pour mémoire, il faut garder ça en mémoire, c'est depuis 1942 qu'ils savent qu'il y a le coltan. Mais ce qui est aussi important et que je découvre à ce moment-là, c'est que dans la même période en 1942, l'uranium du Congo va faire l'objet d'une véritable transaction entre la Belgique et les États-Unis, qui vont décider, puisqu'il y avait les forces alliées, notamment la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, craignaient que les nazis, Hitler, s'emparent de l'uranium du Congo pour fabriquer la bombe atomique avant les puissances alliées. Einstein a écrit au président américain en lui disant qu'il était peut-être utile de prendre de l'avance sur les recherches qui étaient faites par les nazis, et particulièrement en Allemagne, il y avait un institut qui rassemblait des éminents professeurs de géologie et bien entendu de géologie, de géologie et de biologie. Donc le but était ce qu'on appelle l'Institut Kaiser Wilhelm, travaillait spécifiquement sur la possibilité pour l'Allemagne d'accéder à la bombe atomique. Et donc le professeur Albert Einstein, qui était en Allemagne et qui connaissait exactement le niveau des chercheurs allemands, quand il s'est réfugié aux États-Unis, il a donc écrit une lettre au président américain lui demandant d'essayer de prendre l'avance sur l'Allemagne en essayant de s'emparer de l'uranium, d'utiliser l'uranium du Congo pour fabriquer la bombe atomique. Et donc évidemment, l'uranium du Congo va devenir aussi pour les États-Unis en 1942 l'objet de la sécurité nationale pour la défense des intérêts américains. Et donc dès cette époque-là, les années 40, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo, tout le monde sait que le Congo détient des matières stratégiques pour la défense américaine et pour la défense tout court. Et c'est à partir de ce moment-là que le Congo devient effectivement l'objet de toutes les attentions des grandes puissances. Parce que plus tard, même les Français vont être amenés à utiliser l'uranium du Congo pour les raisons de développement de leur industrie nucléaire sur le plan stratégique. Donc, l'intérêt pour le Congo et les matières premières du Congo est très ancien. Mais ce qui va véritablement m'amener à observer tous ces acteurs qui gravitent autour du Congo et qui soutiennent le Rwanda, c'est de savoir pourquoi décidait-il de soutenir le Rwanda dans le pillage des ressources. Je découvre tout simplement, et ça c'était aussi grâce à la congressiste américaine Cynthia McKinney, qui m'a montré les premiers documents qu'elle avait obtenus, qui étaient des documents venant du Congo, et qui étaient des virements d'un certain nombre de multinationales, d'un certain nombre de trafiquants importants qui payaient le Rwanda
qui payait les matières premières du Congo via le Rwanda, et un certain nombre de virements étaient même faits directement à partir du Congo sur les comptes privés d'un certain nombre de personnes proches de Kagame au Rwanda. Et au fur et à mesure, donc, Madame Makine rassemble les éléments, elle est contactée par l'ancienne présidente de la première commission des Nations Unies, qui était d'origine ivoirienne, Madame Dao, qui avait donc demandé à la congresswoman de lui communiquer les pièces qui peuvent permettre de poursuivre à la commission spéciale des Nations Unies de poursuivre ces investigations. Alors la congressiste Makine m'a dit qu'elle avait posé une condition. Elle a dit que si jamais elle communique un certain nombre de documents, d'éléments de preuve, elle veut que ce document puisse figurer concrètement dans le rapport des Nations Unies, parce qu'elle se doutait très bien qu'il y aurait des pressions qui vont peut-être empêcher que le rapport des Nations Unies soit complet. Évidemment, ces éléments, elle lui a donné ses garanties. Madame Dao donc a fait publier un certain nombre de documents. C'est pour cela que le rapport de 2001 a été, je crois, le premier rapport sur le pillage du Congo qui était le plus très bien étayé et très bien documenté. Évidemment, Madame Dao a fait l'objet de menaces à la fois de Museveni et de Paul Kagame qui voulaient l'assassiner. Là, encore une fois de plus, j'observe que les Nations Unies ne défendent pas un haut fonctionnaire qu'elles ont mandaté pour mener des enquêtes et qui a su apporter des preuves. C'était pas une enquête hasardeuse qui proclamait tout simplement que le Rwanda avait une responsabilité quelconque dans les événements du Congo, mais tout cela a été étayé. Donc, évidemment, le Rwanda n'était pas inquiété, aucune sanction n'a été prise à nouveau, et je trouvais tout cela absurde. Mais je découvre donc, et vous allez comprendre que toutes les enquêtes que j'ai faites, je trouvais toujours, il y a toujours un enchaînement, et il y a toujours une suite, quelque chose qui provoque mon attention, qui me renvoie à un autre dossier. Donc, je me rends compte, pendant que je fais cette enquête, qu'au sein de l'Union européenne, il y a quelqu'un qui s'appelle Louis Michel, qui est commissaire européen, qui défend vigoureusement les positions du Rwanda au sein de l'institution, et que finalement l'Union européenne se tait malgré les contestations des Congolais, malgré les mémos, et Dieu seul sait le nombre de mémos que les Congolais ont rédigés au sein de l'Union européenne pour attirer l'attention de l'institution sur le drame que vivait le Congo à l'époque. Et il y avait une commissaire européenne, Madame Emma Bonino, qui a été l'une des premières à déplorer l'attaque et les bombardements des camps de réfugiés à l'est du Congo, à Tingi-Tingi par exemple, et la réaction des députés, d'autres parlementaires européens contre Madame Emma Bonino ont été d'une violence inouïe. Elle était traitée de folle, de sorcière, alors qu'elle demandait tout simplement que l'Union européenne puisse s'intéresser à ce qui se passe à l'est du Congo et au besoin de diligenter des enquêtes dans cette région. Eh bien, tout cela s'est terminé dans le silence le plus absolu, et c'est ce qui va donc m'amener à préparer le dernier livre que j'ai écrit, Europe, crime et censure au Congo. Pourquoi? Parce que, au terme de tous ces silences, au terme de toute cette complaisance vis-à-vis du Rwanda, et dans le même temps où il y a beaucoup de complaisance avec le Rwanda, je me rends compte que, par exemple, la Côte d'Ivoire est attaquée, menacée de sanctions, que Robert Mugabe est menacé de sanctions, que des tas de personnes, Cuba et d'autres pays sont mis sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, etc. Mais que tous ces pays-là ne font pas le dixième de ce que Kagame fait à l'est du Congo, mais que tout cela passe à la trappe et semble complètement insignifiant. J'ai décidé donc de m'attaquer à la prestigieuse institution qui subventionne évidemment les médias, les hommes politiques, toutes les institutions en Afrique, et bien entendu, personne n'osera s'attaquer à l'Union européenne, parce que non seulement c'est une institution puissante, mais elle paye tout et pour tout le monde. Les chercheurs, les professeurs, etc. bénéficient d'un certain nombre de contrats pour travailler pour le compte de l'Union européenne, n'oseront jamais remettre en question l'action de l'institution.
Donc, je cherche d'abord à voir s'il y a un rapport, un document, un livre, quelque chose qui fait allusion quelque part à ce qui se passe au Congo. Je ne trouve pas. Les quelques rares livres que j'ai pu trouver sont des livres qui disent tout le bien que l'Union européenne fait au Congo, les subventions qui sont faites pour le développement au Congo, pour la démocratie au Congo, etc. Je me dis que s'il y a, si l'Union européenne fait tant de bien au Congo, qu'est-ce qui explique dans le même temps que les Congolais se plaignent de vivre dans la tragédie, de vivre dans l'horreur, de vivre, et surtout tous ces multiples rapports des Nations Unies qui commencent déjà à s'entasser sur la table des gens de l'Union européenne, devraient peut-être amener les gens de l'Union européenne à se poser des questions sur ce qui se passe. J'en commence donc mon enquête en sachant bien entendu que ça ne va pas être facile, mais surtout que je ne vais pas trouver de soutien. Vous attaquez à l'Union européenne, il n'y a personne qui va vous trouver sympathique, il n'y a personne qui va vous trouver que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Comme je ne demande pas de subvention, comme je n'ai jamais pensé que j'allais frapper un jour à la porte de l'Union européenne pour leur demander un centime, dont je me sentais l'esprit libre pour aller droit au but et essayer de fouiller dans les archives de cette institution et comprendre ce qui se passe. Je vais bénéficier quand même de divine providence parce que je vais rencontrer des hauts fonctionnaires européens qui observent de l'intérieur ce qui se passe depuis plusieurs années, qui sont choqués par les événements du Congo et qui ne peuvent pas parler parce que, évidemment, ils vont perdre leur emploi et la machine de l'Union européenne est tellement puissante que si vous êtes européen, que vous vous attaquez à elle et que en même temps vous allez travailler au sein de l'Union, vous risquez d'avoir des problèmes, surtout pour les gens qui sont soit des experts, soit des hauts responsables politiques. Évidemment, ne me sentant pas concerné, contraint ou lié ou attaché par ce genre de préoccupation, je me sentais donc toute la liberté de mener mes investigations et surtout de discuter avec tous ces gens. Donc, de fil en aiguille, j'ai discuté avec des diplomates, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes et puis un jour, il y a quelqu'un qui propose de mettre à ma disposition un certain nombre d'archives confidentielles donc, de l'Union européenne, notamment des archives du Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est-à-dire la cellule stratégique qui définit la diplomatie européenne. Et je découvre, bien entendu, sur le Congo, presque une masse de rapports des hauts fonctionnaires européens, les rapports de M. Ado Ayello, qui était le représentant spécial de l'Union européenne, qui a suivi tout le processus électoral au Congo, les rapports de M. Xavier Solana, qui est le chef donc, de la diplomatie européenne, le rapport de M. Romano Prodi, qui était à l'époque président de la Commission. Eh bien, je découvre énormément de choses qui m'amènent à prendre conscience que l'Union européenne dépense beaucoup d'argent, mais pas nécessairement pour les motifs qui sont affichés, pas nécessairement pour les principes que la même institution prétend défendre. Mais il y a quelque chose qui est très particulier dans cette histoire. Au moment où je fais cette enquête, c'est que je me rends compte que les élections de 2006 qui ont fait l'objet de protestations énormes de Congolais, que ces élections, malgré les protestations, l'Union européenne n'a pas jugé que ce qui s'est passé au Congo était grave ou important. Et je me rends compte que les élections qui vont avoir lieu en 2011, les Congolais vont encore protester vigoureusement, malgré les preuves que nous avons vues, parce qu'il y a quand même des Congolais, des réseaux de Congolais en Afrique du Sud qui ont travaillé efficacement pour permettre de voir les fausses cartes électorales qui sortaient d'Afrique du Sud, comment tout cela a été orchestré. Eh bien, l'Union européenne ne trouve pas cela indigne ou quoi que ce soit. Et je me dis donc que pour comprendre cette mécanique, il faut nécessairement comprendre qui sont au sein de l'institution les gens qui ont la main, qui ont posé la haute main sur le dossier du Congo, qui fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça ne bouge pas. Eh bien, je découvre une série de gens là-bas.
Mais surtout, je me rends compte que les États-Unis ont une puissance très importante au sein de l'institution européenne. Et donc, pour les Européens et pour beaucoup d'Européens qui continuent de penser que l'Europe est indépendante des États-Unis, vous avez tous entendu ces derniers temps, tout le monde s'est ému des révélations selon lesquelles les États-Unis écoutaient les pays européens, etc. Mais le programme Échelon, qui date déjà d'un certain temps, explique très précisément, avec beaucoup de détails, comment les États-Unis écoutaient l'Europe. Un de mes amis, Wen Matson, qui a écrit également aussi sur le Congo, qui était un ancien de la NSA aux États-Unis, m'avait clairement expliqué comment ils écoutaient les Européens depuis à peu près les années 90, depuis 1987-89. En tout cas, beaucoup de choses correspondent à la période où Bill Clinton arrive au pouvoir aux États-Unis. Et donc, je découvre donc tous ces gens, mais c'est qu'il y a un document très important qui va marquer mon attention pendant cette enquête. C'est le document qui est rédigé par un haut fonctionnaire de l'Union européenne qui envoie donc un document confidentiel à la cellule stratégique de la politique extérieure de l'Union, en disant très clairement qu'en 2006, les États-Unis et la France avaient décidé de soutenir Joseph Kabila pour que celui-ci soit président de la République. C'est pour cette raison que l'Union européenne va financer massivement à partir de, disons, 2002-2003, plus précisément en 2003, donc l'accélération en 2004 jusqu'en 2006, ce qu'ils vont appeler le soutien au processus électoral. Mais comment se manifeste ce soutien au processus électoral? C'est que lorsque Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001, les États-Unis ont un véritable contentieux déjà avec la France, puisque la France, comme vous le savez, va s'opposer à l'intervention militaire américaine en Irak. Donc lorsque le président George Bush arrive au pouvoir, Bush fils, comme vous dites ici, ils avaient promis au président Jacques Chirac qu'il allait voir de toutes les couleurs parce qu'il a refusé de participer à la coalition qui allait s'occuper du cas de Saddam Hussein. Et donc, à partir de ce moment-là, le président Chirac, étant quasiment, je vais dire, en fin de mandat, ne voulait plus s'attaquer aux États-Unis, ne voulait pas avoir un bras de fer contre les Américains sur le dossier du Congo. Et donc, dans le rapport en question, donc, il est dit que le président des États-Unis et les Français doivent soutenir la candidature de Joseph à la tête du Congo. Donc, lorsque Laurent Désiré Kabila est assassiné, le premier voyage que va faire Joseph, au moment où les Congolais sont encore en train de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer, comment la succession de Kabila va avoir lieu, eh bien Joseph effectue très rapidement le premier voyage à Paris. Beaucoup d'entre vous doivent se souvenir de cette période-là. Et puis, immédiatement, le lendemain, après le voyage de Paris, il est accueilli à Washington par George Bush. Et l'objet de cet accueil est de préparer Joseph à s'installer au pouvoir à la suite d'une élection qui sera organisée en la faisant passer pour une élection démocratique, mais en réalité ce sera une désignation par les grandes puissances de celui qui doit diriger le Congo. Et donc, dans cet accueil à Joseph Kabila, il y a une condition essentielle qui va être, qui lui sera assignée, c'est la possibilité pour lui de se taire sur ce que fait le Rwanda sur le territoire congolais. Et donc, beaucoup de Congolais vont observer immédiatement après le retour de Joseph Kabila. Dans un premier temps, les gens disaient qu'il ne parlait pas français, qu'il ne parlait pas du tout.
il était constamment silencieux. Lorsque les attaques du Rwanda ont continué à commencer à se multiplier, 2003, 2004, etc., Joseph Kabila ne disait rien. Les Congolais ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est que ce président qui est silencieux lorsque ces populations sont massacrées, lorsqu'une armée étrangère viole le territoire national. Mais en fait, il fallait qu'il tienne jusqu'en 2006 pour que la communauté internationale qui considère qu'il va être le président de la République, le prochain président de la République, eh bien, s'il se tait jusqu'à cette période-là, il est évident qu'il sera validé. Évidemment, c'est ce qu'il va faire. Très peu de déclarations de Joseph Kabila sur les incursions rwandaises, quasiment pas de déclaration de Joseph Kabila sur les gesticulations meurtrières de Laurent Nkunda Batouare et de Mitebouzi, et évidemment, presque même pas de déclaration du tout lorsque Kagame se met à critiquer l'absence de leadership congolais. Bon, il est évident que le maréchal Mobutu a dû se retourner 15 fois dans sa tombe en entendant Kagame vitupérer les institutions congolaises et insulter les dirigeants congolais sans que personne, absolument personne, n'ose taper du poing sur la table en disant « ça suffit ». Eh bien, Kagame va pérorer comme ça, et Joseph Kabila, qui est effectivement un ancien soldat de l'AFDL, donc formé par l'APR, va effectivement s'incliner. Mais je découvre un autre document également en 2004, c'est une rencontre qui va avoir lieu en 2005, qui va avoir lieu à Libreville entre Joseph Kabila et Paul Kagame, suivi de très près par l'ambassadeur William Swing et surtout M. Ado Ayelo, le représentant spécial de l'Union européenne. Et au cours de ces discussions, il est évident que M. Kagame, Joseph Kabila fait comprendre à Kagame qu'il est disposé à partager évidemment les richesses du Congo avec le Rwanda. Cette idée qui va être reprise en, je crois, 2010 par le président Nicolas Sarkozy, qui va scandaliser tout le monde, mais déjà en 2005, la discussion avait été claire à Libreville entre Kagame et Joseph sur cette question. Bien entendu, il va respecter son contrat et donc le silence va payer en 2006. Il est désigné président de la République, malgré les fraudes qui sont signalées et avérées. Et puis surtout, il y a un recensement assez intéressant des déclarations d'Ado Ayelo, de M. Barroso et de toutes, et lui Michel bien entendu, sur les résultats des élections de 2005 et bien entendu de 2011. Alors, dans tout ce travail, dans toute cette enquête, vraiment, je me suis dit, ce n'est pas compréhensible que l'Union européenne, qui proclame dans ses principes soutenir la liberté de la presse, soutenir le respect des droits de l'homme, soutenir la liberté d'expression, les élections libres et transparentes, mais s'attache à ne pas respecter un seul de ces principes dans les Grands Lacs. Mais plus grave, et là vraiment j'étais choqué, c'est de constater que l'Union européenne avait décidé de financer la police nationale au Congo. Mais ce n'est pas la police nationale pour la sécurité des Congolais. C'était de mettre en place la police qui allait assurer la sécurité du processus électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les propres documents de l'Union européenne que lorsqu'on met en place Eupol, donc il va être chargé de la police pendant les élections, Eupol a pour mission essentielle d'éviter qu'il y ait des émeutes à Kinshasa. C'est-à-dire que si la désignation ou les élections de 2006 valident Joseph Kabila, il ne faut pas que les Congolais sortent dans la rue, manifestent de manière à délégitimer celui qui avait déjà été préalablement choisi. Et donc, toute la mission de la police pour ceux qui étaient à Kinshasa ont dû voir que
EUPOL et l'Union européenne a financé cela à coût de millions de dollars. Tout le dispositif de sécurité était autour de la commission électorale indépendante, la surveillance des bureaux de vote, la sécurité autour d'un certain nombre de personnalités politiques, et puis surtout le quadrillage de Kinshasa au même moment où l'Est du Congo était absolument abandonné, où il n'y avait pratiquement pas de policiers de l'Union européenne pour suivre là-bas, où il y avait effectivement l'insécurité et où les Congolais avaient besoin d'être protégés. Donc, tout s'est résumé à Kinshasa, ils le disent clairement dans les documents donc, que j'ai publié dans le livre. Et surtout, ils vont soulever un autre volet qui encore est beaucoup plus révoltant que le premier. C'est de dire qu'il faut faire ce qu'ils ont appelé le brassage dans l'armée. C'est le processus DDR, donc démobilisation, désarmement, réinsertion, etc. Mais en réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour l'Union européenne de prendre des éléments de Laurent Nkunda qui ont commis des crimes contre le peuple congolais, de prendre des mercenaires rwandais, burundais, etc., proches de l'armée patriotique rwandaise, de mettre ces gens-là avec quelques voyous et puis quelques officiers ou soldats congolais, mettre tous ces gens ensemble pour, soi-disant, assurer la sécurité de l'État ou créer un embryon de ce qu'on appelle une armée nationale. Mais évidemment, l'Afrique du Sud, le projet avait d'abord été initié par la Belgique et par la France, qui avaient formé un certain nombre de Congolais à la lutte antiterroriste, au problème de contrôle aux frontières, etc. Mais le projet sud-africain était encore beaucoup plus ambitieux, et c'est là qu'on commence à comprendre comment les grandes puissances jouent habilement d'un certain nombre de subtilités et qui font que les Africains sont toujours un peu dépassés quand le jeu devient un peu complexe. Et la Grande-Bretagne ne s'affiche pas dans ce processus. Mais la Grande-Bretagne soutient le projet sud-africain et on va constater régulièrement que les diplomates britanniques sont très impliqués dans toutes les négociations secrètes autour de l'élection, autour du processus électoral. Et un d'entre eux, d'ailleurs, va rencontrer Jean-Pierre Bemba, va rencontrer M. Katou, va rencontrer tous les autres. Et Jean-Pierre Bemba va avoir une déclaration malheureuse devant l'officier britannique, enfin le représentant britannique, diplomate britannique, en lui disant que le Rwanda fait des incursions au Congo qui sont inacceptables, etc., etc. Donc il a fini son speech, le monsieur lui a serré la main, il est parti, il a traversé la frontière pour se rendre à Kigali, faire le compte rendu à Kagame. Il est évident que depuis ce moment, il était impossible pour Jean-Pierre Bemba d'avoir une quelconque possibilité d'être, même s'il avait été en bonne position, même s'il avait gagné, de toutes les façons, il aurait perdu. Et puis, il va avoir un autre problème avec M. Tshisekedi, c'est que, bien entendu, les Occidentaux sont conscients que M. Tshisekedi représente quand même une partie de la population congolaise avec une certaine légitimité. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de M. Tshisekedi, et comme ils ne veulent pas de M. Tshisekedi, ils veulent quand même que M. Tshisekedi participe au processus électoral. Et donc, l'UDPS savent que les gens de l'UDPS savent que l'UDPS avait appelé au boycott des élections en 2006. Bon, pour l'Union européenne, il fallait absolument convaincre l'UDPS de participer au processus électoral parce que ça allait crédibiliser les élections. Donc, évidemment, malgré tout cela, évidemment, Joseph Kabila a été désigné président de la République, acclamé par l'Union européenne, qui était fière d'avoir financé le processus électoral. Et puis, on arrive évidemment aux élections de 2011, où effectivement, les Congolais savent ce qui s'est passé. Au terme de tout cela, je me dis, mais quelle est la place des Congolais? À quel moment on va accepter le choix légitime des Congolais dans
la désignation des responsables politiques de leur pays. Je me dis que vous êtes seul à prendre cette décision le jour où vous serez convaincu que votre pays ne mérite pas ce qui lui arrive et que vous pouvez faire des sacrifices pour que vous puissiez récupérer votre pays. Si vous ne le faites pas, eh bien, tous les Congolais vont perdre leur pays. Ça fait des années que je le répète depuis 2002. Et depuis 2002, il a fallu 10 ans pour qu'un certain nombre de personnes se rendent compte que les multinationales et les gens qui pillent le Congo sont déterminés à aller jusqu'au bout. Comment ces gens peuvent être plus déterminés que les Congolais? Et je pense que le moment est venu pour les Congolais de dire « ça suffit ». Vous ne pouvez pas avoir lutté avec acharnement pour sortir de la colonisation contre la Belgique et vous fatiguer au moment où vous avez besoin de bénéficier des richesses que le ciel a bien voulu vous donner pour que vos enfants puissent vivre dans leur pays, être fiers d'être Congolais et puis surtout bénéficier de toutes ces richesses, de toute cette riche culture qui a fait du Congo le pays qu'on connaît à travers le monde du fait de sa musique, etc. Mais combien de Japonais savent que la bombe qu'ils ont reçue sur la tête, eh bien, la matière première venait du Congo. Donc, il vous appartient de prendre définitivement le destin de votre pays en main, ne pas vous contenter de vos situations personnelles plus ou moins satisfaisantes, parce que tôt ou tard, on finit qu'il ne faut pas rentrer chez soi et il vous appartient de préparer le retour chez vous. Charles, je voudrais te remercier. Le président Martin Moulik m'a demandé de jouer un peu le modérateur. Et chers compatriotes, vous avez la chance de poser des questions et d'approfondir la matière. Ce que je vous demanderai cependant, juste quelques petites règles. Votre question n'est pas une dissertation. Votre question doit être une petite introduction suivie d'une question pour donner la chance à plus de monde de poser des questions. Donc, soyez bref et ce qu'on va faire, 2 questions de ce côté-ci, 2 questions, Charles les répond, ainsi de suite. Monsieur, vous avez la parole, présentez-vous. Oui, merci. Je m'appelle Louis Kaneda. Je suis un membre de cette communauté depuis 5 ans que je suis arrivé ici au Canada. En tout cas, je